Merci à la Maison de la Médecine et de la Culture, à Jean-Michel Benatar de m'avoir proposé d'être parmi vous ce soir. Je suis très heureuse de pouvoir vous faire part de quelques réflexions. La e-santé, d'une manière générale, c'est un sujet qui préoccupe le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a publié plusieurs articles, plusieurs brochures et énoncé des recommandations pour faire le point au fur et à mesure de l'avancée des technologies. C'est à ce titre que je suis là, comme ancien membre du Conseil national de l'Ordre des médecins et actuel président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Imaginez une forêt très profonde, très étendue, absolument déserte. Il n'y a pas âme qui vive, pas un animal, pas un être humain. Si dans cette forêt, au milieu de cette forêt, un arbre tombe, sa chute fera-t-elle du bruit? Alors, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. L'informatique, Internet, les mails, les sites, les blogs, les réseaux sociaux, les objets connectés, les applis, la télémédecine, autant de concepts très différents qui tous peuvent jouer un rôle dans la santé et concerner le patient, son médecin, les autres professionnels de santé. Faut-il en avoir peur? Doit-on les éviter? Peut-on les apprivoiser? Dans un monde idéal, les technosciences, la e-santé, devraient permettre de recentrer le soin sur le patient et faciliter la relation médecin-patient. Mais les écueils sont nombreux et le remarquable documentaire que vous avez vu en a recensé quelques-uns. J'évoquerai quelques aspects pour montrer que rien n'est tout bon ou tout mauvais, mais que la vigilance reste nécessaire face à ces outils par ailleurs fantastiques. Tout d'abord, je voudrais rappeler quelques principes éthiques qui gouvernent notre action de médecins et plus généralement de soignants. Notre action de prendre soin, comme le dit le titre de ce colloque. Cette action doit obéir à un impératif de justice, et pour qu'elle obéisse à un impératif de justice, elle doit respecter trois principes: la bienfaisance, faire le bien du patient, la non-malfaisance, ne pas lui faire de mal, d'abord ne pas nuire, et l'autonomie du patient. Et l'autonomie du patient, ça passe par l'information qui doit être claire, loyale, appropriée, que le patient puisse comprendre et qu'il puisse faire un choix éclairé parmi les propositions que les médecins vont lui faire. Parlons de données collectées par un objet connecté. Votre smartphone, votre montre connectée, votre balance connectée récupère des données personnelles sur vous, sur votre mode de vie, sur votre santé. Ces données sont transmises à un hébergeur qui les stocke, qui parfois les traite et parfois même revient vers vous pour vous donner des indications. Mais que fait-il d'autre avec ces données? Quelle garantie avez-vous sur le respect de la confidentialité, sur le respect du secret professionnel, sur le stockage des données? Seront-elles transmises un jour à votre assureur, à votre régime d'assurance maladie, à votre employeur? Est-ce que votre assureur refusera de vous assurer si vous faites moins de 10 000 pas par jour? Certaines de ces données vont être transmises au médecin traitant, à votre médecin traitant. Aura-t-il la possibilité de les traiter en temps réel et de vous apporter une réponse adaptée au moment où il le faudra? Quelle sera sa responsabilité? Le film montre très bien que des quantités massives de données sont ainsi collectées sur nous, le big data. Pas vraiment à notre insu, parce que nous le savons, mais nous n'avons pas pris la mesure de l'ampleur de cette collecte et des possibilités de traitement qui en résultent.
Les préconisations de l'Ordre national des médecins sont les suivantes. Définir le bon usage de la santé mobile. La santé mobile, c'est tous ces objets connectés, tout ce qui est avec nous, qu'on porte avec nous, et puis qui récolte des renseignements. Le bon usage de la santé mobile au service de la relation médecin-patient. Promouvoir une régulation adaptée, graduée, européenne, et la santé connectée devrait répondre à 3 exigences: confidentialité et protection des données recueillies, sécurité informatique, matérielle et logicielle, ce qui paraît un minimum mais qui n'est pas toujours atteint, et sûreté sanitaire, avec un dispositif de recueil des alertes en cas de dysfonctionnement. Poursuivre l'évaluation scientifique par des experts neutres et indépendants. En effet, au-delà de l'intérêt plus ou moins grand des données recueillies, encore faut-il que le dispositif soit fiable dans toute son étendue, au niveau du recueil de la donnée, de la transmission, de l'analyse, du retour, et la décision parfois prise. Veiller à un usage éthique des technologies de santé connectée, en particulier, c'est bien aux patients de décider de l'usage de ces données. Encore faut-il que la question lui soit clairement posée et que le choix lui soit donné. Développer la littératie numérique, c'est-à-dire proposer une éducation au numérique, non seulement des citoyens, des médecins, des professionnels, mais également des entrepreneurs, de ceux qui créent ces applications, pour leur faire prendre conscience des enjeux, des cadres juridiques, législatifs, déontologiques. Enfin, engager une stratégie nationale de santé, et cela, ça dépend de nos politiques. Il est donc important que tous, patients et médecins, aient si conscience des enjeux, n'acceptent de collecter que des données véritablement utiles à la santé du patient et exigent de savoir de quelle manière ces données sont hébergées, les garanties offertes par l'hébergeur et les possibilités d'action de chacun sur les données qui le concernent. Qu'en est-il de la relation médecin-patient? Les technologies sont un outil et non une fin. C'est un moyen, tant pour le médecin que pour le patient, d'avoir accès à un certain nombre d'informations concernant le patient. Ce qui peut améliorer pour le patient la compréhension de sa maladie, le suivi du traitement, la compliance, c'est-à-dire le fait de bien prendre ses médicaments, le traitement prescrit comme il le faut. Aujourd'hui en France, environ 1 médecin sur 10 prescrit une application de santé à ses patients. Par exemple, pour le suivi d'un diabète, d'un régime adapté à un surpoids, l'assistance à l'éducation thérapeutique, un soutien au maintien à domicile, au maintien de l'autonomie. Il me semble que, de ce fait, la relation médecin-patient dans ce cadre, et sous certaines réserves, peut se trouver améliorée, parce que le temps de prendre en charge l'ensemble de ce processus, de l'utilisation de l'application, de l'apprentissage par le patient, de sa maladie, de son traitement, tout ça est un moment d'échange privilégié qui va favoriser la relation entre le médecin et le patient. Les médecins devront être formés à l'utilisation de ces applications et ils devront rester évidemment vigilants. Sous ces conditions, le principe de bienfaisance sera respecté. Bien sûr, le danger existe, il est déjà à nos portes, nous l'avons vu, de ne plus considérer que les chiffres et d'oublier l'individu qui est derrière. Notre rôle, à nous médecins et professionnels de santé, est particulièrement important à ce niveau, parce que c'est bien à nous de faire en sorte que ces nouvelles technologies ne soient pas facteurs d'éloignement, mais contribuent à créer un lien. Je n'évoquerai que très rapidement les facteurs également de distorsion sociale, avec un accès différent pour les différentes catégories socio-professionnelles à ces outils de santé connectée. Médecine à distance, réseaux sociaux, demander un avis à un médecin à distance, c'est possible. Chercher de l'information sur Internet, médicale, c'est très facile. Savoir traiter cette information, savoir avoir un avis vraiment personnalisé, c'est bien plus compliqué.
Et heureusement, je pense que rien ne peut remplacer le contact direct, la présence, l'échange, l'empathie qui ne passe pas par écran interposé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je me suis fait ma fracture vertébrale, j'ai envoyé les clichés, les photos à quelques confrères compétents dans ce domaine. J'ai eu quelques avis divergents, mais enfin, en gros, on m'a dit qu'il fallait porter un corset. On m'a même dit quel type de corset il fallait que je porte. Très bien, on m'a fait mon corset, on m'a apporté, on est venu à domicile, etc. On me l'a apporté. Puis je me suis retrouvée avec mon corset, et tout médecin que je suis, savoir si mon corset était bien adapté à moi finalement, comment il fallait le porter, très serré, pas très serré, à quel moment, la nuit, pas la nuit, etc. Je me suis trouvée un peu en déficit d'information, et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pris rendez-vous avec un confrère, j'ai fait l'effort d'aller le voir et de lui dire voilà, je suis là avec mon corset, et est-ce que ça colle, est-ce que ça va bien, ou est-ce que ça va pas? Et je remercie infiniment ce confrère de m'avoir reçu et de m'avoir apporté des réponses personnelles. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, et même pour nous les médecins, les limites de la technologie et de la médecine à distance, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même le contact entre le médecin et le patient. Le documentaire que nous avons vu fait référence à une amélioration de l'humain par les nouvelles technologies, et effectivement, il est évident que si on peut remplacer quelque chose qui ne fonctionne pas par quelque chose qui fonctionne, qui pourrait le regretter? Si on redonne la vue à quelqu'un qui ne voit pas, c'est un progrès. Si on redonne une jambe à un amputé, s'il peut marcher, s'il peut même courir, si cette prothèse est une merveille de technologie qui lui donne les mêmes sensations que sa vraie jambe, presque, nous ne pouvons qu'adhérer et nous réjouir. Mais améliorer l'humain, augmenter ses capacités, est un rêve qui peut s'avérer dangereux, et l'histoire nous l'a montré à maintes reprises, ne serait-ce qu'au siècle dernier, et elle nous a montré aussi que nous, professionnels de santé, avons souvent un rôle à jouer dans ce domaine. Entre ce qui rend service et ce qui dénature l'humanité, il y a un fossé, et il nous appartient de rester vigilants pour que ce fossé ne soit pas franchi, et que le principe de non-malfaisance soit respecté. Dans le film, il y a un moment que je trouve à la fois drôle et pathétique. C'est celui où cet homme se vante de vivre une vie parfaite, entre guillemets, promise à l'éternité, avec des capacités supérieures grâce à des puces qu'il aurait plus ou moins implantées dans son corps. Il nous explique que son réfrigérateur ou sa puce va lui dire ce qu'il doit manger, s'il doit aller faire du sport. On peut se demander ce qui reste de son autonomie, si ce sont les objets qui lui dictent sa vie. Cet homme entièrement voué à conserver sa jeunesse et sa santé devient un être dont le libre arbitre a disparu, et en cela est-il encore un homme? L'humain est vulnérable. Vouloir supprimer cette vulnérabilité, c'est nier, à mon avis, ce qui fait notre humanité. Et pour reprendre un mot que vous avez dit, si l'homme est un animal comme un autre, alors il sera traité comme une bête. Je vais revenir à ma petite histoire du début, celle de l'arbre qui tombe dans la forêt déserte. La réponse apportée par les scientifiques est la suivante. Non, l'arbre ne fait pas de bruit. Sa chute émet des vibrations, des ondes. Ces ondes, si elles étaient perçues par un récepteur, une oreille capable de les interpréter, alors ces ondes deviendraient un bruit. Mais s'il n'y a pas de récepteur, si la forêt est absolument déserte et qu'il n'y a aucun être vivant, alors ce ne sont que des ondes. De la même manière, pour reprendre le titre du film, un monde sans humain. Un monde sans humain pour le penser, pour l'aimer, pour l'admirer, pour le ressentir, n'est plus un monde.
C'est bien l'homme tel qu'il est, tel qu'il peut s'améliorer, mais sûrement pas se transformer, qui fait le monde. Je vous remercie.